Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Midi-conférence sur le défi environnemental, ici et ailleurs. Donc, je me présente, je suis Yves Saint-Maurice, je suis économiste et je collabore régulièrement avec la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke à titre de professionnel de recherche. Alors, c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer le Midi-conférence aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce Midi-conférence s'insère dans une activité beaucoup plus large de la chaire qui s'appelle, ou qui s'intitule en fait En route vers élections Québec 2022, les enjeux de finances publiques. Donc, c'est une activité qui regroupe 6 midi-conférences. Il y en a déjà une qui est dépassée sur le budget et il y aura d'autres midi-conférences qui vont suivre par la suite et ça se terminera par un débat électoral avec la participation de l'ensemble des principaux partis politiques au mois de septembre. L'objectif de tout ça, de cette activité, c'est vraiment d'alimenter votre réflexion concernant les enjeux de finances publiques en vue des élections prochaines du 3 octobre prochain, en fait. Alors, aujourd'hui, on va discuter environnement. Alors, on sait que l'impact des changements climatiques sur notre quotidien est une problématique là, qui est incontournable et ça va sûrement s'inviter dans la campagne électorale. D'ailleurs, je suis très agréablement surpris de tout ce qui se dit dans les médias actuellement, tous les débats qu'il y a actuellement dans les médias sur l'environnement. D'ailleurs, c'est probablement suite à des documents ou des publications qui ont été faites au mois d'avril essentiellement et des plans. Je vous rappelle que le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié au début avril un volumineux document d'à peu près 4000 pages, je crois, qui propose aussi certaines solutions pour justement améliorer les changements climatiques et de réduire les émissions de GES, en fait. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le plan Guilbeault. C'est le plan de M. Stephen Guilbeault, du ministre Stephen Guilbeault, pour la réduction d'émissions en 2030. Au Québec, on a un plan d'économie verte 2030, et on a des plans annuels, des plans quinquennaux annuels, et on attend incessamment le prochain plan annuel, quinquennal, excusez, 2022-2027, qui devrait être présenté là, incessamment. D'ailleurs, le ministre Éric Girard a déjà ajouté 1 milliard de dollars justement dans les sommes pour le plan 2022-2027, ce qui ferait un total d'à peu près 7,6 milliards pour les changements climatiques au Québec. Alors, on a une mine d'informations actuellement là, disponible et un peu l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment, comme c'est pas toujours facile à gérer pour la population, donc l'objectif, c'est vraiment de voir un peu comment on peut comprendre, vous aider à comprendre un peu la problématique environnementale à l'échelle mondiale et de voir un peu comment on peut faire, nous, au Québec, pour justement contribuer à renverser les grandes tendances actuelles et des changements climatiques comme tels. Donc, pour vous aider à y voir clair aujourd'hui, on a invité 2 experts en matière environnementale. Donc, on a en studio avec moi, j'ai François Delorme, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en économie de l'environnement et qui est aussi un ancien collaborateur au GIEC. Et nous avons en virtuel Joanne Whitmore, qui est chercheur principal à la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Donc, bienvenue à vous deux. Merci. Je suis content de vous avoir aujourd'hui pour discuter pendant 1 heure. Je ne pense pas qu'on va régler tous les défis environnementaux en l'espace d'1 heure, mais je pense que l'objectif, là, c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre là, l'importance de l'enjeu, l'urgence d'agir. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des moyens pour relever le grand défi environnemental qui s'annonce et qui est déjà en cours actuellement? Donc, le déroulement du midi-conférence va être le suivant. Donc, il va y avoir une présentation de Joanne et de François. Par la suite, il y aura une période de questions du public et peut-être moi aussi, je pourrais me permettre de poser certaines questions. Donc, je vous invite en même temps à inscrire vos questions sur le site questions et réponses de votre Zoom et je serai votre porte-parole par la suite pour le transmettre à nos experts. Alors, moi, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais passer la parole sans plus tarder d'abord à Joanne qui va nous exposer un peu l'état de la situation des changements climatiques au Québec. Alors, voilà, Joanne, je te laisse la parole. Donc, une présentation qui devrait arriver incessamment. Bon. Donc,
Bonjour tout le monde et merci à toute l'équipe de l'Université de Sherbrooke pour m'avoir invité. Évidemment, ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler des enjeux de la transition énergétique, particulièrement dans le contexte québécois, surtout pour pouvoir bien comprendre c'est quoi l'enjeu. Et avant de rentrer spécifiquement dedans, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, c'est quoi les résultats. Souvent, on oublie c'est quoi tout simplement de façon objective la transition, puis pourquoi qu'on l'a fait. Donc, j'ai peut-être la moitié, je dirais, de ma petite présentation de 15 minutes qui va vous expliquer c'est quoi, en fait, la transition qu'on est en train d'essayer d'effectuer, puis pourquoi c'est différent de celle qu'on a faite dans le passé, parce qu'on a en fait réalisé dans l'histoire de l'humanité des transitions énergétiques assez importantes aussi. Et ensuite, je vais couvrir un peu ce qui est l'état des lieux du Québec avec ce qu'on a eu comme résultat finalement avec les plans qu'on a mis en place dans les dernières 10 ans, mettons. Donc, si on peut avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Donc, essentiellement, je ne pense pas qu'on a besoin de rentrer trop en détail. C'est quoi la crise climatique? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au fait. Puis aussi, François va rentrer un petit peu plus en détail là-dedans avec ce qui est ressorti du dernier rapport du GIEC. Mais essentiellement, le problème de la crise climatique, c'est que depuis plus de 400 000 ans ou plus même, on a eu, disons, des taux d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient à une limite de 300 parties par million de façon assez constante. C'est sûr, on a eu des ères, des périodes glaciaires, des dégels, fait que ça a tout contribué de façon naturelle à modifier le taux des émissions de CO2 dans la biosphère. Mais comme on peut voir à la toute fin du diagramme, rendu depuis le début de l'ère industrielle, on est vraiment au-delà de ce qu'on a pu connaître dans les tendances naturelles. On est rendu aujourd'hui à 412 parties par million. On est vraiment dans une zone inconnue par rapport à l'histoire de l'humanité qui a toujours évolué dans un climat assez constant, si on veut. Et donc là, c'est vraiment du uncharted territory qu'on est en train de passer à travers et va falloir carrément qu'on s'adapte et puis qu'on commence à changer la tendance si on veut pas justement continuer à vivre des pires extrêmes climatiques comme on est en train de vivre avec les feux de forêt, les tempêtes, les froids, les chauds qui sont de plus en plus extrêmes partout, les inondations, etc. Donc, c'est pour ça essentiellement qu'il faut le changer parce que ça a des impacts pas juste sur le climat, mais aussi sur toute la dépendance de la vie sur Terre. Donc, prochaine diapositive. Souvent, on parle de transition énergétique, mais on n'a pas vraiment une façon objective de comprendre c'est quoi exactement la transition énergétique. Pour plusieurs, c'est juste une question de passer d'une énergie à l'autre. Mais en fait, on en a vécu dans le passé. En fait, pour la majorité de la période de l'humanité, je dirais, depuis 2 millions d'années, notre principale source d'énergie, c'était de la biomasse, c'était du bois ou d'autres matières végétales qu'on pouvait ou animales, des fois, qu'on utilisait pour brûler, pour chauffer, etc. Donc, on peut voir, par exemple, dans la partie à gauche du graphique, la production mondiale d'énergie primaire. Là, on commence en 1800. On n'a pas des données, évidemment, jusqu'à il y a 2 millions d'années, là. Mais on voit quand même que la quantité totale d'énergie pour l'humanité, qui était principalement de la biomasse, était assez faible. Et aussi ce qu'on pourrait considérer, on n'avait pas comme le produit intérieur brut, donc la richesse qu'on générait avec l'humanité était quand même assez stable et basse, si on veut. Rendu plus loin au début de l'ère industrielle, donc en 1850-1870, c'est là qu'on a eu une première transition énergétique où on a commencé à utiliser, à faire la combustion du charbon. Puis pour plusieurs, ça correspond comme la première transition parce que vraiment, on a vu qu'on a pu faire beaucoup plus de travail, être beaucoup plus productif en utilisant du charbon. Donc, pour une période quand même qui s'étire jusqu'à à peu près le début du 20e siècle, la mi-20e siècle, c'est le
charbon. Puis on voit que notre PIB commence déjà à augmenter avec ça parce qu'on peut faire beaucoup plus avec l'énergie qui a une densité beaucoup plus élevée puis qui a une performance beaucoup plus élevée. On peut aller faire plus de biens, de matière que ce qu'on pouvait faire avec la biomasse qui a une densité énergétique beaucoup moins élevée. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, on avait déjà découvert du pétrole avant ça, mais c'est là que ça a vraiment commencé à être utilisé de façon beaucoup plus importante à l'échelle planétaire. Donc, on voit qu'à ce moment-là, la productivité énergétique a été extrêmement importante. C'est là qu'on voit, là, où on commence à produire toutes sortes de biens, que ce soit des maisons, que ce soit des voitures, etc., qui peuvent fonctionner avec le pétrole. Puis en plus, on avait plus tard le gaz naturel qui embarque là-dedans et on voit aussi la conséquence pour le PIB qui a toujours été en croissance en suivant justement cette deuxième transition énergétique qu'on a eue. Ce qu'on constate à travers tout ça, c'est qu'on n'a jamais en fait délaisser les autres sources parce qu'on en trouvait des nouvelles, en fait. Donc, la biomasse, le charbon, pardon, vient s'ajouter à la biomasse, tout comme le pétrole, le gaz naturel s'est également ajouté à ces deux dernières sources-là. C'est juste qu'ils venaient de façon plus prominente, si on veut, dedans notre économie. Puis après, ce qu'on voit qui est minime, qui est un peu le bleu pâle, puis le mauve pâle, c'est le violet, si on veut, ça, c'est le nucléaire, puis les énergies renouvelables. Puis aussi le petit rouge là en haut. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que essentiellement, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le nucléaire, c'est minime par rapport à tout le reste. Et maintenant, la troisième transition qu'on nous demande de faire, pas parce qu'on a trouvé des énergies plus performantes comme c'était le cas dans le passé qu'on ajoutait aux autres. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en fait éliminer le plus possible les combustibles fossiles à cause qu'on a une crise climatique, comme j'ai montré dans la diapo d'avant. Et il faut combler ça avec des énergies qui sont extrêmement minimes actuellement dans la production qu'on fait, c'est-à-dire des énergies renouvelables qui forcément ne seront pas assez. Donc, il va falloir en plus qu'on consomme moins de l'énergie pour être plus performant avec celle qu'on doit utiliser afin d'avoir les mêmes taux de gains de PIB et puis de qualité de vie. Donc, la transition qu'on fait aujourd'hui, il n'y a aucun précédent. Ça va être la chose la plus difficile qu'on va faire à cause ça va à l'encontre de toute la logique qu'on a eue jusqu'à présent des autres transitions. Et donc, on ne pourra pas faire ça juste en remplaçant le gaz naturel, le pétrole et le charbon avec des énergies renouvelables. Il va falloir être beaucoup plus productif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prochaine slide, tout ça. C'est que la réalité, ce n'est pas une transition énergétique qu'on est en train de faire, c'est une transition systémique. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de changer le paradigme de comment on crée de la richesse. Parce que pendant longtemps, la façon qu'on créait de la richesse, c'était selon un modèle qu'on appelle de valeur actionnariale, où tout ce qui comptait, c'était le retour financier des biens qu'on produisait. Donc, l'économie prenait beaucoup de place, l'environnement, la société, c'était comme des éléments secondaires. On a compris à peu près dans les années 80 que ça ne marchait pas parce qu'on commençait à voir les conséquences des externalités qui étaient liées à ce modèle-là. Fait que là, on a le fameux modèle là, des 3 cercles dans le milieu où on cherche le sweet spot dans le milieu qu'on définit comme le développement durable. Ça, c'est le modèle de l'ONU avec le rapport Brundtland qui a été émis en 1987. Puis là, essentiellement, c'est que l'économie passe quand même en premier, mais en minimisant les impacts environnementaux et sociétaux. Fait qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire des compromis pour éventuellement trouver cet élément de développement durable. Puis ça, c'est l'approche actuelle. C'est encore ça qui est enseigné aujourd'hui à HEC, partout. Puis c'est ça que quand tu parles aux gens de l'industrie, au gouvernement, quand on parle du développement durable, c'est ce modèle-là. Mais le vrai modèle qu'il nous faut, c'est un modèle de valeur systémique où essentiellement le développement économique s'arrime avec les besoins de la société à l'intérieur des limites de l'environnement. Parce que ultimement, l'économie, la société,
fonctionne à l'intérieur d'un monde physique qui a des limites. C'est ça qu'on oublie souvent. Donc, la transition, c'est de reconnaître ces limites-là, puis de faire une création de richesse qui va en tenir compte pour assurer un progrès vers un avenir meilleur, mais aussi qu'on ne va pas justement être dans des crises perpétuelles de l'environnement. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le point de départ pour définir les solutions à la crise climatique, ça ne peut pas être comme actuellement ce qu'on dit, c'est quelles nouvelles énergies qui peuvent résoudre la crise climatique sans que ça ait un coût à l'économie. C'est un peu ça qu'on essaie de trouver. Hein? Mais ça va toujours faire en sorte qu'on va dire, certaines nouvelles énergies, c'est trop coûteux. Fait qu'on va continuer à tenter de maximiser le pétrole ou les sources fossiles parce que ça coûte trop cher. Puis ça, c'est à cause qu'on a un modèle encore comme celui de Brundtland avec une économie linéaire où tout ce qui est comme un coût à l'environnement est une externalité. Puis si on passe au modèle que je vous disais, le dernier finalement, où on a une approche systémique, dans le fond, ce qu'on va falloir qu'on se dise, c'est quelles stratégies économiques puis d'affaires peuvent s'accorder aux énergies renouvelables puis aux limites planétaires. Puis là, quand on fait ça, c'est là qu'on voit qu'on opère à l'intérieur d'une économie circulaire où ce qu'on recherche, en fait, c'est la productivité, l'efficacité puis l'optimisation des ressources. C'est de pouvoir valoriser ce qu'on a plutôt que de juste voir comment on peut en extraire le plus pour aller chercher le plus de maximum de richesse. Donc, on revoit finalement comment on peut valoriser finalement les ressources déjà disponibles. Prochaine slide, s'il vous plaît. Je vais essayer d'avancer, je suis désolée, je prends un petit peu de temps. Donc, juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'économie circulaire, c'est essentiellement un système de production, d'échange, de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Il y a 4 objectifs à l'économie circulaire, puis il y a une douzaine de stratégies. Je vous invite à aller voir d'ailleurs le site de Québec circulaire pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources, puis vous allez vraiment pouvoir mieux comprendre. Mais ce qu'on voit en haut dans le graphique, c'est le modèle linéaire où on extrait, on fabrique, on distribue, on consomme, puis on jette. On est à peu près encore là-dedans. Le Québec a fait une analyse récemment avec Circle Economy pour voir c'était quoi la circularité de son économie. C'est à peu près 3 %. Ça veut dire qu'on a 97 % à aller chercher de circularité. Fait que c'est beaucoup. Mais on peut, les objectifs, c'est essentiellement de repenser nos produits pour réduire la demande des ressources. On peut intensifier les usages des produits pour pas justement qu'on ait tout le temps à les jeter puis racheter. Ou bien, par exemple, un exemple comme la bibliothèque. Quand tu vas à la bibliothèque, tu prends un livre puis tu le ramènes, ben, c'est une forme d'économie circulaire. Le recyclage, c'est une forme, mais l'économie circulaire, c'est beaucoup plus que ça. On peut aussi prolonger la durée de vie des composantes de plusieurs appareils. Par exemple, les téléphones cellulaires, on ne devrait pas devoir en acheter à tous les 2 ans. On devrait avoir une façon de le faire pour qu'on puisse récupérer les pièces. Puis après, finalement, le quatrième objectif, c'est de donner une nouvelle vie pour puis revaloriser les biens à la fin de leur cycle de vie. Donc ça, c'est grosso modo, prochaine slide, juste pour vous expliquer le point de départ qu'il nous faut, parce que maintenant, tout ce qu'on fait, c'est pas dans cet esprit-là, puis c'est pour ça qu'on échoue en partie. Mais maintenant, juste parce qu'on parle des élections, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, l'état des lieux du Québec, vous êtes probablement déjà familier avec nos émissions. Comme vous voyez, on n'a pas vraiment atteint grand-chose depuis 1990. On a un total de réduction d'à peu près 3 % sous le niveau de 90 depuis en 2019. On voit qu'il y a certains secteurs où il y a une croissance importante, dont ce que vous pouvez voir en haut, là, il y a 44 % surtout dans le transport commercial, certains bâtiments institutionnels et commerciaux qui de plus en plus ont du gaz naturel, le secteur d'agriculture aussi qui est en croissance. Et là où on a de la décroissance, c'est dans les secteurs industriels et manufacturiers. Mais des fois, c'est pas toujours pour les bonnes raisons, c'est parce qu'on a des fermetures dans certains secteurs qui font en sorte qu'on a une baisse. Donc, c'est pas vraiment à cause qu'on a eu une amélioration forcément de notre performance environnementale. Donc, ça, c'est un peu le bilan d'état des lieux au Québec. Prochaine slide. Donc, à la chaire, on a voulu voir,
OK, pourquoi pourquoi qu'on performe pas? Fait que, comme vous savez, on avait un plan d'action sur les changements climatiques pour la période 2013-2020. Il y en avait un avant ça. Celui-ci, c'était le dernier qui vient de terminer. Celui qui précède, c'est le plan pour une économie verte 2030. Donc, on a adopté le PEV avec le nouveau gouvernement quand il est rentré au pouvoir, mais on n'a jamais fait un bilan global pour dire, OK, ce plan-là qu'on a depuis 2013, qu'est-ce que ça a donné? Fait que nous, on a on a demandé au gouvernement, allez-vous le faire? Puis ils disaient oui, puis ils ne l'ont jamais fait, fait qu'on a décidé de le faire avec les données. Je m'excuse, Joanne, je vais te demander peut-être d'accélérer, il te reste plus de temps, en fait. OK, j'ai vraiment fini, si vous voulez. Est-ce que tu veux conclure sur une ou d'autres slides ou rapidement? Essentiellement, c'est juste pour montrer que le PAC a livré rien. En fait, il a livré 1,78 million de tonnes. On produit 84 millions de tonnes au Québec, donc c'est quand même assez marginal comme bilan. Plusieurs de ces programmes-là ont été reconduits dans le PEV. Puis après, si on va dans la prochaine slide, on voit en fait les éléments qu'il faudrait, pourquoi que ça a échoué. C'est parce qu'on a en fait une approche qui est vraiment basée sur les barrières financières plutôt que comportementales. On fait juste donner de l'argent plutôt que de mettre des mesures éco-fiscales ou réglementaires pour transformer les marchés et les comportements. On n'a pas de transparence, pas de rigueur dans la reddition de comptes, puis on n'a pas d'indépendance du gouvernement de la gouvernance climatique puis la coordination entre les ministères qui tarde encore. Et donc, ce que nous, on propose à travers tout ça pour la prochaine slide, c'est essentiellement d'avoir une approche qui s'inspirait de ce qu'on a fait pour la pandémie. Qu'est-ce qui était unique de la pandémie? C'est une crise, puis qu'on a, en 2 ans, quand même réussi à faire pas mal de choses. On avait quand même 90% de la population qui était vaccinée après 2 ans. C'est qu'on a dépolitisé l'enjeu. Les décisions ont été guidées par la science et les données probantes. C'était important. On a une volonté politique et une urgence d'agir qui était présente. Mais surtout, on a eu recours à des outils qui étaient pour transformer les comportements des gens. Donc, on avait, oui, de la communication régulièrement, mais on avait aussi, par exemple, vous vous souvenez des couvre-feux, le port de masque, les protocoles qu'il fallait mettre en place, même à l'université, etc., pour s'assurer de la santé. Puis les mesures économiques, si, par exemple, les entreprises ne suivaient pas les mesures, il y avait des conséquences économiques importantes. Donc, finalement, juste la dernière slide, ça montre qu'est-ce qu'on peut... Ça, c'est la dernière. Ça montre que pour le PEV, ce qui est en bleu, c'est ce qu'on a déjà dedans le PEV. Donc, on a pour les priorités l'efficacité énergétique, l'électrification, la bioénergie, l'hydrogène. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment ajouter l'économie circulaire comme prémisse dans lequel on doit développer notre économie. Puis finalement, pour les mesures structurantes, on a le marché du carbone puis les programmes incitatifs, comme je mentionnais. Il faut vraiment moderniser la réglementation pour que ça s'arrime avec ça, qu'on ait des outils économiques et éco-fiscaux qui sont plus importants, puis ensuite qu'on ait accès à des données transparentes puis une reddition de comptes qui va être régulière. Merci. Merci beaucoup, Joanne. C'est vraiment très intéressant. Beaucoup d'éléments. Je pense qu'on va y revenir dans la période des questions. Je pense tu pourrais davantage élaborer sur certains points. Alors là, je vais laisser la parole à François, qui va nous parler essentiellement des constats du dernier rapport du GIEC. Alors, à toi la parole, François. Est-ce que je peux moi-même changer? Oui. En principe, tu as le contrôle total. Parfait. Merci, Joanne. Joanne a mis la table de façon très éloquente et très convaincante du peu de chemin qu'on a fait malgré le défi. Moi, je n'en reviens pas du défi que l'on a devant nous. C'est un défi formidable dans le sens où ça va nous demander beaucoup d'efforts sans précédent. Ça demande aussi des remises en question. Je pense que Joanne nous a bien montré que juste ajouter un diachylon, un pansement sur le bobo et en rajouter un 4e, ça ne fonctionnera pas. Et je reprendrai... donc, il faut se remettre en question. Et je pense que le maître mot du rapport du GIEC, ce que nous a dit aussi Joanne, c'est la transformation systémique. On a besoin de transformer. On ne peut pas juste cumuler des choses, mais il faut se demander qu'est-ce qui est à la source du bobo et non pas trouver un nouveau pansement transparent qui va dans l'eau pour espérer de guérir le bobo. Ça ne fonctionnera pas.
Alors, je veux, pendant les 15 minutes que j'ai, simplement, Yves a parlé du rapport du 22 avril du GIEC qui portait sur les solutions, mais c'était 3 rapports, en fait, qui font 8000 pages à peu près, qui ont donné quel était l'état, quels sont les progrès que l'on a fait. C'est celui de cet automne. Celui de février, c'était l'état de la biodiversité. Et donc, évidemment, on a perdu à ce niveau-là, ou ce qu'on appelle en économie le capital naturel. Et le 3e du mois d'avril, c'était vraiment sur les solutions. Alors, j'ai décidé de résumer tout ça en quelques points principaux. Et c'est ça qui est important, c'est quels sont les messages qu'on doit garder en tête lorsqu'on décide d'essayer de trouver des solutions pour la solution le problème sans précédent auquel on fait face. Premier constat, la moyenne annuelle mondiale des GES est la plus élevée au cours de toute décennie précédente. Donc, on ne pollue pas moins, on pollue plus. Même si, pendant des années, on pollue à des rythmes qui décélèrent, la courbe est toujours ascendante. Donc, plus 13 % de 2010 à 2013. Donc, on voit bien que, et Joanne nous en a parlé tout à l'heure, l'économie linéaire, essayer de trouver son deuxième graphique avec le concept de développement durable ou le paradigme de développement durable, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas eu de découplage relatif entre le PIB et le GES. En fait, quand on parle de découplage, on parle de, pour chaque dollar de PIB, quel est le montant d'émissions que l'on émet. Et évidemment, plus on est efficace, plus à chaque pourcentage d'augmentation du PIB, bien, on va émettre de moins en moins de GES. Et ça, il n'y en a pas eu. Et ça, c'est souvent ce que les techno-optimistes ou les gens qui sont des partisans de la technologie disent. Oui, on ne remet pas en question la croissance, le PIB va augmenter, mais on va diminuer le rythme d'émission de GES à chaque pourcentage de GES. Ce n'est pas arrivé encore, en tout cas. Et un autre élément qui est très important, qui était aussi très bien documenté dans le rapport du GIEC d'avril, c'était ce qu'on a appelé maintenant, un concept dont on ne parlait pas il y a 2 ou 3 ans vraiment, où il n'était pas vraiment quantifié, c'était les injustices environnementales ou les inéquités. À un moment donné, il faut se demander qui est responsable du problème. Et une des statistiques évocatrices du rapport du GIEC, c'était 10 % des plus grands émetteurs émettent 40 % des GES et la classe moyenne, 50 % des plus bas, seulement 14 %. Donc, il y a une notion de... Quand on parle de transformation, il y a un élément ici de responsabilité dont il faut tenir compte, à mon avis. Alors, c'est moi qui change. Un autre élément dont on parle souvent, c'est l'écofiscalité. On dit, on a juste le principe d'une taxe pégouvienne, il y a une externalité négative, on a juste à trouver le coût social, puis mettre la taxe équivalente au coût social. Oui, ça fonctionne très bien en théorie. Je l'enseigne dans le premier cours ou deuxième cours en économie de l'environnement, mais il faut, pour que ça fonctionne, il faut avoir une bonne idée du coût social, une bonne évaluation et mettre la taxe en conséquence. Et il faut que cette couverture-là soit généralisée. Bien, en 2020, il y avait seulement 20 % des émissions mondiales qui étaient tarifées et à des niveaux qui sont beaucoup trop faibles. Pourquoi? Pour engendrer un changement de comportement. C'est ce qu'on veut. Hein, quand je parle de transformation systémique, c'est on veut changer les comportements, mais si on met une taxe sur le carbone qui équivaut à 3 cents, par exemple, au niveau du litre d'essence, oui, je peux dire, comme politicien ou comme gouvernement, je applique le principe de la tarification sur la pollution, mais il n'y a pas assez de personnes qui sont couvertes, et 2, l'incitatif n'est pas suffisant. Alors ça, c'est une autre constatation du GIEC. Donc, il faut faire attention quand on parle de oui, on a juste à tout taxer. On a beaucoup de chemin à faire si c'était le chemin qu'on voulait prendre. Un autre élément qui est important du rapport du GIEC, les législations climatiques. Il y a 56 pays qui couvrent 53 % des GES, soit d'avoir des législations qui rendent illégales certains comportements ou mettre des plafonds de GES comme on a, par exemple, aux Pays-Bas.
Autre élément important, j'essaie vraiment de vous donner les messages importants. Écofiscalité, pas assez généralisée. Législation climatique, c'est bon, mais la coercition n'est pas suffisante pour le niveau de GES que l'on a. L'autre, c'est l'idée que la technologie va venir nous sauver. Donc, la captation de CO2 dans le secteur énergétique est essentielle pour la réduction de GES sur 5 scénarios sur 6 qui ont été proposés par le GIEC. On n'arrive pas à nos cibles s'il n'y a pas une forme de technologie qui est utilisée. Donc, on va avoir besoin de ça aussi. Donc, le message que j'essaie de montrer ici, c'est qu'on va avoir besoin d'écofiscalité, on va avoir besoin de législation climatique, on va avoir besoin de captation de carbone pour espérer atteindre nos cibles. Alors, c'est un graphique ici qui était dans le rapport du GIEC, mais je veux simplement montrer la courbe rouge, c'est la courbe historique. Et ce qui est important ici de regarder, je trouve extrêmement révélateur, ce graphique-là, c'est quelles sont les émissions de tonnes de CO2 par personne. Alors, on voit qu'on est à 5,5 au niveau de la moyenne mondiale. En passant au Canada, c'est 10, mais si on prend le 10 % des plus riches, c'est 190. Okay? Donc, on voit encore là la notion de responsabilité qui est extrêmement importante. On dit souvent que Oxfam et d'autres revues scientifiques, d'autres articles nous disent qu'il faudrait vraiment viser le 2 tonnes par personne pour espérer atteindre la cible de 1,5 degré de l'accord de Paris. Donc, ça nous donne une idée. On est à 5,5 au niveau mondial, 10 au Canada, à peu près 10 aussi au Québec. Et on voit que si on veut changer la pente de la courbe, bien, il va falloir diminuer ça de façon substantielle. Et donc, on voit, par exemple, d'ici 2030, il faudrait baisser de 5,5 à 4,2. Et ça continue, 2,4 en 2040, 1,3. Donc, on voit que le niveau de sobriété énergétique dont on va avoir besoin, il est encore, j'emploie encore ce mot-là, formidable. Okay? Et on voit que, par exemple, pour atteindre la cible de 1,5, il faudrait avoir, ça c'est en bas dans le coin inférieur gauche, 0,95 tonnes par personne. Donc, ça donne une idée du travail qu'on a à faire et du point de départ où est-ce qu'on est. Un des éléments les plus, la contribution majeure, selon moi, du GIEC dans son rapport d'avril, c'est de mettre l'accent sur les solutions. Et donc, j'ai trouvé ce graphique-là qui a été présenté dans le chapitre 5 du rapport du GIEC, extrêmement aussi, qui nous renseigne beaucoup sur comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, évidemment, le GIEC présente des solutions et je ne passerai pas toutes les solutions, mais on voit que la flèche pour chaque catégorie, par exemple en termes d'alimentation, bien, on voit que le potentiel le plus important, c'est de changer de régime alimentaire. Okay? Donc, le GIEC a essayé de dire, on n'exclut pas la taxation sur le carbone, on n'exclut pas l'écofiscalité, on n'exclut pas les moyens technologiques, mais on dit comment est-ce qu'on peut arriver à transformer de façon systématique le comportement des gens, la demande, qui ensuite va avoir un effet sur l'offre, et donc, par rétroaction, va avoir un autre effet sur la demande. Donc, l'idée ici, c'est quelles sont les solutions que l'on doit préconiser et sur lesquelles on doit mettre l'emphase. Donc, je donne quelques exemples ici. Au niveau de la nutrition, bien, évidemment, à cause du potentiel de réchauffement du méthane, qui est autour de 75 à 80 fois une molécule de CO2 sur une période de 20 ans. Donc, on voit qu'il y aurait beaucoup de gains à faire à ce niveau-là, de changer d'un régime carné à un régime basé sur les végétaux. Un autre aspect, c'était sur le transport. Essayer de favoriser, de taxer l'auto-solo, mais en même temps d'offrir des solutions de transport collectif. C'est pas juste... On sait que l'économie comportementale nous enseigne que le bâton est plus efficace pour changer un comportement que la carotte à cause de l'aversion à la perte. Et c'est un peu aussi ce que nous dit le GIEC en disant,
il faut mettre des taxes, il faut amener des bâtons, mais il faut aussi offrir des alternatives. On ne peut pas juste punir. Il faut aussi en même temps dire, OK, mais il y a une façon pour moi d'utiliser une alternative, puis cette alternative-là n'est pas trop coûteuse. Et j'y reviendrai, mais c'était la première fois où le rapport du GIEC montrait que l'économie comportementale, par le biais de ce qu'on appelle l'architecture des choix, pouvait aider avec d'autres mesures à accélérer le changement. Alors, certainement, le message choc du rapport du GIEC, c'était 2025. Il faut plafonner les émissions de GES d'ici 2025. Donc, un autre... je pense que je suis tout à fait justifié, encore une fois, d'utiliser le mot, excuse-moi, formidable. C'est un formidable défi. Il faut plafonner ça. Et ça met de l'eau au moulin à ce que nous a dit Joanne tout à l'heure. Il faut des mesures de transformation qui vont peut-être, oui, au niveau de l'économie circulaire, mais peut-être aussi au-delà de ça. Et le GIEC nous dit que pour atteindre la cible de 1,5, il faut diminuer de 95 % l'utilisation du charbon à partir de 2019, 60 % le pétrole et 45 % du gaz naturel. Donc, on voit que c'est pas quelque chose qui va être facile à faire et qui demande, à mon avis, un électrochoc. Alors, le GIEC, dans ses solutions, amène le concept de sobriété, donc réduire la consommation énergétique, avoir des bâtiments plus efficaces. C'est des choses que la chaire en énergie au HEC nous répète, et Normand Mousseau aussi, à l'Institut Énergie Trottier, nous répète ça à chaque rapport. Oups! Moins de protéines animales, circonscrire la voiture solo. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le GIEC nous dit que l'économie comportementale peut nous aider avec l'écofiscalité, avec la réglementation, avec la sensibilisation à atteindre ces buts-là. Ce qui est important aussi, le message qui est important, c'est qu'il faut, un peu comme l'a souligné tout à l'heure Joanne, il faut amener des synergies entre croissance économique, les inégalités et l'environnement. Ce triangle-là qu'on appelle maintenant en économie de l'environnement, en fait, on n'enseigne plus vraiment de l'économie de l'environnement pour les gens qui enseignent ces concepts-là. On appelle ça l'économie socio-écologique. Et donc, quelque part, on doit passer à un état-providence, comme on l'a fait dans les années 40, les années 50, à maintenant un état-providence, mais écologique. Donc, on doit avoir des investissements massifs, publics massifs, pour être capable de tisser cet état-providence écologique-là, dont les mailles du filet sont trop larges en ce moment. Le contexte juridique aussi est important. Moi, je travaille avec beaucoup d'avocats maintenant en spécialisant en environnement où on est capable de lier nos expertises pour essayer de faire avancer le débat. Un autre élément important, vous le savez, pour les économistes qui sont ici, qui assistent à cette conférence, c'est les indicateurs de bien-être. Il faut se sortir du PIB. On ne peut plus seulement mesurer le progrès en termes de croissance du PIB. Et c'est très important maintenant d'avoir des indicateurs de bien-être qui sont beaucoup plus larges et qui tiennent compte des trois points de triangle de économie, société et environnement. Donc, on a des solutions. Je pense que le GIEC nous a amené une dose d'optimisme pour les gens qui sont portés vers l'action. Je peux comprendre qu'on peut être tétanisé par ça. Moi, beaucoup de mes étudiants le sont, mais je pense que c'est important de réinsuffler les solutions là-dedans. Donc, il faut 2 changements fondamentaux dans les valeurs sociétales, dans les politiques publiques. Ça commence par envoyer les bons signaux. Hein? Hippocrate disait d'abord ne pas nuire. Bien, Baie du Nord, ce n'était pas un signal dans la bonne direction. Il faut changer nos mesures de bien-être et il faut ajouter des éléments d'économie circulaire et surtout de remettre en question notre modèle d'économie linéaire. Alors, les gouvernements doivent se lever, plus d'éco-fiscalité, davantage d'investissements publics, rôle incontournable de la technologie propre et reconnaissance du rôle stratégique d'économie comportementale et de l'économie circulaire. Merci beaucoup. Bien, merci à vous deux. Beaucoup de matière, extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a de quoi soulever beaucoup de questions. Je vais peut-être me permettre d'être, comme je suis l'animateur, de me permettre au moins de commencer à poser certaines questions.
j'ai vu que on s'appuie beaucoup sur des changements de comportement. J'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne en vous écoutant, sur des changements de comportement à la fois chez les entreprises, on parle d'économie circulaire, entre autres, de méthodes de production, efficacité, chez les particuliers, changer de comportement. Mais on sait que ça prend du temps à changer des comportements. On l'a vu, par exemple, pour la cigarette, on l'a vu pour même mettre en place le recyclage. Ça prend du temps avant de changer les comportements chez les gens, chez les entreprises. Puis il y a comme un côté, une urgence d'agir au niveau climatique. Là, on parle de 2025, on parle de 2030. Donc, c'est vraiment des échéances là, très, 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 très rapprochées. Comment vous conciliez ça, ce besoin de changement des comportements et ces échéances qui sont très rapides? Est-ce qu'il va falloir mettre beaucoup de coercition? Comment vous envisagez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez la transformation, justement, de ces comportements-là? De faire ça de façon rapide, le plus rapide possible, en fait. Je vais laisser Joanne commencer. Joanne, je te laisse la parole. Ben, je veux dire, c'est comme ce que je présentais à la fin de la présentation. Ça va être aussi rapide qu'on reconnaît l'urgence de l'enjeu. Puis c'est pour ça que je donnais comme exemple la COVID. En 2 ans, c'est sûr que c'était pas pareil dans tous les gouvernements. Aux États-Unis, on voit que ça a été très politisé, puis l'impact a été différent. Mais là où les gouvernements étaient plus responsables, qui reconnaissaient l'importance de la science, des données, puis qui agissaient en fonction de ça, qui mettent en place, il y avait recours à tous les outils pour pouvoir assurer un changement de comportement dans la population pour assurer la protection, puis minimiser finalement les décès qui seraient rattachés à ça. Fait que le problème avec les changements climatiques, c'est que on y croit, on sait que c'est la science, mais on voit que les impacts vont être plus tard. Fait qu'on est un peu paresseux, on sent que on peut remettre ça à plus tard. Donc on n'agit pas de la même façon, mais le seul temps que ça va vraiment faire un impact, comme ce qu'on voit par exemple en ce moment en Allemagne ou dans les pays européens, c'est pas à cause des changements. Oui, on fait des changements à cause des changements climatiques, mais c'est vraiment en plus la pression de la Russie. Ils ont une urgence pour la sécurité énergétique, la résilience de leur économie qui dépendent de ces sources externes-là. Et tout ça, ça fait en sorte qu'ils avancent beaucoup plus vite que nous. Donc, il faudrait qu'on commence. On n'a pas, au Québec, notre énergie coûte vraiment pas cher, notre prix du carbone n'est pas très élevé, notre électricité, elle coûte quasiment rien. Fait que c'est normal qu'on a comme moins tendance à agir rapidement, mais c'est pour ça que la direction va être extrêmement importante du gouvernement pour reconnaître la science puis reconnaître l'urgence pour qu'on soit prêt dans 5-10 ans où ça va devenir encore plus pressant, je pense, les impacts des changements climatiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre la crise pandémique et la crise climatique, mais la crise pandémique, elle était là, elle nous pendait au bout du nez. La crise climatique, on souffre de myopie. On souffre de myopie au sens où c'est loin, 2100, on a le temps, comme Joanne vient de dire, et c'est ça la différence. C'est une question d'horizon et c'est une question intergénérationnelle aussi. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est toi, le mot coercition, mais je pense que on va devoir aller, on l'a fait pour la pandémie d'ailleurs, vers de plus en plus de coercition. Moins d'incitatifs ou que les incitatifs, qu'on ait au maximum des incitatifs, mais une fois qu'on a reconnu l'urgence, on va avoir besoin de plus de coercition. Et moi, j'en suis rendu à penser qu'il faut sortir ce dossier-là des gouvernements. Et moi, je pense qu'il faut avoir une entité indépendante. J'avais appelé ça, il y a quelques années, une banque verte. On peut appeler ça la banque climat, mais quelque chose qui ressemble un peu au directeur parlementaire du budget à Ottawa. Une entité indépendante qui fait que les décisions qui sont à prendre et qui sont publicisées ne sont pas liées à des impératifs politiques de court terme. Un peu comme la santé publique, en fait. Oui. Donc, un organisme donc dépolitiser le débat. Donc, mettre ça entre les mains d'une commission, d'une organisation autre, complètement autonome ou indépendante, qui suggère des solutions au gouvernement qui, lui, les met en place. Moi, je pense que c'est incontournable si on veut lier les deux défis que tu as mentionnés. On avait avant, en passant, on avait le Conseil de gestion du Fonds vert, puis on avait Transition énergétique Québec, qui était une agence, puis le Conseil de gestion du Fonds vert, c'est vrai qu'il relevait
quand même du ministère de l'Environnement, mais il y avait quand même toute une entité légale qui faisait en sorte que, par exemple, la PDG était redevable à l'Assemblée nationale plutôt que directement au ministre, des trucs comme ça. Mais tout ça, ça a été aboli avec le projet de loi 44 quand le nouveau gouvernement est rentré au pouvoir et ont changé essentiellement la gouvernance climatique. Est-ce que ça existe ailleurs, dans d'autres pays, des organisations indépendantes comme ça? Au Royaume-Uni, c'est le cas. Et ça fonctionne bien? C'est le cas, oui. Oui. Donc, on a des exemples sur lesquels on pourrait s'inspirer. Il y a des précédents, oui. OK, intéressant. C'est vrai que vous disiez que tantôt, on n'a pas l'urgence dans la population, puis on le voit dans les sondages. Il y a un sondage qui est sorti dernièrement sur les enjeux, finalement, des prochaines élections. Puis finalement, c'était en 6e position, les changements climatiques. Donc, c'est quand même très loin dans les priorités, finalement, des Québécois. C'est quand même assez surprenant et surtout inquiétant, en fait. Donc, un des éléments où on parlait de coercition, mais mettons qu'on parle d'écofiscalité. On a parlé d'écofiscalité, c'est un moyen. Mais actuellement, quand on parle d'écofiscalité, on a déjà un débat actuel sur le coût de la vie qui augmente de façon très importante. Si on rajoute à ça l'écofiscalité, on n'a plus une acceptation sociale. Là. Ça devient difficile là, pour un gouvernement d'imposer de l'écofiscalité par-dessus tout ça. Donc, comment on gère ça? Comment politiquement, on peut gérer ça actuellement? Bien, si je peux me permettre, Joanne, d'y aller en premier. Les pressions sur le coût de la vie, on ne sait pas si elles sont permanentes ou temporaires. Je veux dire, le gouverneur de la Banque hier disait qu'il croyait encore que les anticipations inflationnistes étaient ancrées dans le 2 % puis que ça allait retomber. Donc, on est dans une notion de court terme ici. La taxe carbone, c'est un enjeu de long terme. Et elle est loin, elle est trop faible pour pouvoir engendrer des comportements. Bien, on est sur 2 niveaux. Là. Je ne dis pas que une majoration de la taxe carbone n'aura pas un effet sur le niveau de vie ou le coût de la vie, mais c'est comme on est en train de régler un problème de long terme qui va s'ajouter à un problème de court terme. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que on n'a pas le choix. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Le GIEC nous le dit, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais il nous dit l'inaction va coûter plus cher que l'action. Mm-hmm. Donc, si on prend ça, puis comme Joanne l'a dit, on prend acte de ce que la science nous dit, puis on a des limites biophysiques. Hein, dans le sens où c'est pas vrai qu'il y a des concentrations illimitées. Hein, on est à 2 degrés, là, c'est le 450 ppm dont parlait Joanne tout à l'heure. On est là à 416. Bien, ça s'en ira pas tout seul. Donc, c'est comme si, inexorablement, on s'en va vers quelque chose qui, si on n'agit pas de façon radicale, de façon très importante, il va arriver ce qui va arriver et puis qu'on ne solutionnera pas le problème. Donc, l'écofiscalité, à ce moment-là, c'est peut-être un moindrement. On aurait peut-être dû commencer dans les années 80, comme la Suède, mais on ne peut pas réécrire le passé. Tout à fait. Donc, ça prendrait vraiment un traitement choc, là, vraiment pour un gros... On n'est pas obligé d'aller dans le traitement choc. Je veux dire, à moins qu'on considère qu'est-ce que le gouvernement a fait pour la pandémie comme étant un traitement choc, c'est sûr qu'on n'aime jamais ça, avoir des nouveaux outils fiscaux qui sont mis en place. Mais ce qui est important, c'est que ça soit communiqué. On oublie souvent que qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, toutes les démarches pour contrer la COVID, c'est que quasiment tous les jours, il y avait des points de presse où le gouvernement, le premier ministre était accompagné de différents scientifiques, des experts et tout ça, pour expliquer pourquoi ils mettaient en place certaines mesures, pourquoi il y avait un couvre-feu. Est-ce que les Québécois étaient contents? Non. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que tout le monde a mis un peu la main à la pâte pour faire sa contribution, pour aider la collectivité, pour protéger sa communauté. Et on a passé à travers parce qu'on a fait des petits sacrifices, mais on a aussi des nouvelles habitudes maintenant. Quand on va dans les métros, par exemple, c'est comme rendu normal de mettre un masque, même si on n'est pas obligé de le faire. Moi, si je prends l'avion, si je prenais l'avion, je mettrais quand même mon masque, même si c'est pas obligatoire, parce que je sens que c'est comme une façon de respecter les autres puis me protéger moi-même. Donc, il y a aussi des nouvelles habitudes qui se forment quand on a des approches, oui, qui peuvent paraître peut-être un peu radicales, mais c'est pour le bien de la collectivité, puis c'est ça qu'on oublie. Puis si
si c'est appuyé comme il faut, puis qu'on met aussi des mécanismes de récompense pour ceux qui font bien les choses, bien, on va voir que ça va vraiment pouvoir stimuler le changement. D'accord. Je m'écarte un peu de ce qu'on vient de parler. Je m'en vais plus sur... c'est toi, je pense que François qui a parlé de ça, d'un État-providence écologique. Quand j'entends État-providence écologique, là, je vois tout de suite les coûts qui arrivent. Donc, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait coûter? Est-ce qu'on a des estimations, que ce soit aux États-Unis ici ou ailleurs, mais est-ce qu'on a des estimations de ce que ça pourrait coûter, tous ces changements-là, tout ce qu'il faut mettre en place pour arriver à atteindre les objectifs à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on a une idée de ça? Puis si oui, j'ai l'impression que ça va coûter cher, puis on a quand même des... On sait que l'éducation, la santé, là, on est rendu à presque 60% du budget de l'État, là. Donc, ces coûts qu'on devrait rajouter peut-être pour réduire les émissions ou atténuer le changement climatique, on va les payer comment? Est-ce qu'on s'endette davantage? J'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur la question des coûts comme tels. Au niveau des changements climatiques? Bien, il y a eu beaucoup d'estimations sur les coûts. Évidemment, ça se situe dans des milliards de dollars. Je n'ai pas de chiffre exact là, que je pourrais citer, mais ce qui est important, c'est le coût de ne rien faire est plus élevé que le coût de faire quelque chose. C'est ça qui est important. Les chiffres, on peut vraiment se disputer, est-ce que c'est 1% du PIB, 5% du PIB, 20% du PIB? Ça, c'est important, mais on sait que Stern, depuis son étude en 2006, dit « les coûts de l'inaction sont plus élevés », puis le GIEC l'a répété il y a un mois, que les coûts de l'action. L'autre chose qui est importante, c'est quand je parle d'État-providence écologique, est-ce qu'on retournerait à une époque d'avant la Révolution tranquille? Okay? On a construit un filet social, on a créé l'éducation, on a créé les cégeps, on a créé la santé, la carte d'assurance maladie, la déprivatisation de ça, le tricot, le tricotage du filet social. C'est ça dont on parle en ce moment. Okay? Et est-ce qu'on retournerait à avant? Je ne sais pas, il faudrait faire un sondage, mais je pense que maintenant, c'est acquis qu'au Québec, la Révolution tranquille a amené des éléments qui sont extrêmement positifs et qui sont des acquis sociaux qu'on ne remettrait pas en question aujourd'hui, il me semble. Joanne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, si je me rappelle bien, le rapport Stern parlait de 4 trillions de dollars. Là. Oui. Mais l'affaire, c'est que, Yves, c'est sûr que si tu penses dans la façon classique économique, tu vas dire, ben oui, ça va coûter cher à l'économie. C'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il faut plus penser comme ça. Il faut penser comment est-ce qu'on va faire de la richesse en étant plus productif, en optimisant toute la chaîne de valeur des différents biens qu'on produit dans l'économie, de là à ce que peut-être des biens se remplacent par des services. Puis c'est à ce moment-là que tu fais un découplement entre la production, la matérialité, si on veut, de notre économie, puis la création de richesse. En fait, c'est pas un changement d'énergie ou une transformation d'énergie qu'il faut faire, c'est une transformation de modèle économique qui, ça a l'air peut-être aujourd'hui comme étant radical, mais ça ne l'est pas. En fait, on est en train de le faire. Il y a plusieurs économies, en fait, en Europe, qui ont compris ça, entre autres les PIB, dont la circularité est déjà de 27%. Nous, on est à 3% au Québec. Pourquoi? Parce que eux, ils produisent pas d'énergie, ils n'ont pas de ressources, c'est un mini-pays, il faut tout qui importe, tout est en train de coûter plus cher. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris à consommer mieux, puis à récupérer tout ce qui serait des pertes, tout ce qui serait autrement des résidus non valorisés dans leur économie. Donc, c'est ça la nouvelle économie, c'est que tu es capable de faire plus avec moins, puis avec ce que tu as déjà. Puis en mesurant les choses autrement. Oui, on a vu qu'il y a une grande aussi. corrélation entre le PIB et peut-être, les GES, mais si on avait un indice de bien-être ou des mesures de bien-être qui prenaient la santé publique, on dirait, OK, mais quels sont les coûts avec un environnement plus sain? Quels sont les coûts évités de santé publique? C'en est des coûts, ça. Mais mesuré par le PIB, on passe à côté. Mesuré par un indice de bien-être, comme l'IDH, par exemple, bien, on est en plein dedans. C'est exactement ce que l'a fait la Nouvelle-Zélande, où c'est le premier pays qui a incorporé des mesures de bien-être dans l'élaboration de ses politiques publiques. Donc, on n'est plus juste, ça va être 2,3 ou 2,4 du PIB. On est dans quelque chose de beaucoup plus large. Puis, c'est ça dont parle Joanne. Mais c'est quand même une préoccupation des gens. J'ai une question ici qui dit, bien, comment réduire les GES sans s'appauvrir? Parce que c'est un peu aussi cette question-là que les gens ont dans la tête. Je veux dire,
pour réduire les GES, ça va coûter cher, donc on risque de s'appauvrir. C'est la perception que les On va s'appauvrir plus si on ne fait rien. C'est ça. Puis ça, c'est mesuré par le PIB. Donc, mais c'est aussi quand on pense dans le même modèle d'affaires linéaire, oui, on s'appauvrit, mais si tu prends un modèle où, justement, une usine, par exemple, tu vas être capable de récupérer de l'énergie, parce que, oublie pas, il y a une productivité aux ressources. On n'a pas de temps. On va mesurer la productivité des emplois, on va mesurer la productivité du capital, mais on mesure rarement la productivité énergétique. Combien de dollars tu fais pour chaque unité d'énergie que tu consommes? Tu peux en faire $1, mais si tu es capable d'en faire 5, 10, 20 plus parce que tu es plus efficace dans ta façon de consommer, bien, à la fin de la journée, tu fais plus d'argent. C'est la même chose avec les ressources qui rentrent dans ton usine. Bien, si tu es capable de faire plus parce que ce que tu aurais comme des déchets, bien, tu es capable de les vendre à travers une synergie industrielle à d'autres usines qui sont dans ta grappe, ben tu es déjà en train de t'enrichir. Puis nous, on a fait ça à la chaire avec le CIREG Polytechnique. On a fait une analyse du potentiel de réduction des GES à travers des approches de stratégie d'économie circulaire dans le secteur de l'aluminerie, du ciment, puis de l'acier. Puis c'est très réel. On a des chiffres, vous allez voir. Et puis, c'est un modèle qui peut vraiment être profitable si on commence à voir justement l'économie autrement que dans un modèle linéaire. Je trouve ça intéressant. Si j'avais une question à vous poser sur le prochain plan que le ministre Charette devrait présenter incessamment sur le plan de mise en œuvre 2022-2027, quelle serait la mesure que vous voudriez voir dans ce plan-là qui vous ferait dire « Wow, on est sur la bonne voie là, maintenant ». Ben, moi, j'ai déjà proposé des trucs. D'ailleurs, c'est ça. Si l'économie circulaire, ça peut être déjà pas quelque chose de séparé qui est juste rattaché à Recycle Québec, mais qui devient vraiment, mettons, une transition qui va être la transition générale qu'on doit faire, puis le reste, ça relève de ça. Pour moi, ça serait déjà impressionnant. Mais sinon, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des mesures éco-fiscales, comme on a tous les deux dit, moi et François. Il faut qu'il y ait des mesures pour moderniser la réglementation, pour que ça s'arrime avec les objectifs de transition énergétique puis des changements climatiques. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement dans toutes les universités, les curriculums. Il faut que ça soit revu. Moi, j'étais à HEC Montréal, je suis allée prendre un bouquin pour les premières années en gestion, en administration, puis j'en revenais pas à quel point que c'était désuet. Donc, il faut vraiment revoir les curriculums pour les étudiants qui vont être les prochains décideurs, les prochains gestionnaires à venir, parce que sinon, si on a toujours le même cadre pour réfléchir à nos problèmes, on va avoir de la difficulté à les solutionner plus tard. François? Bien, pour moi, il y en aurait deux. Ce que j'aimerais voir, là, c'est une au niveau de la gouvernance. On sort la gestion de tout ça au Québec et au Canada, pas juste au Québec. Là. On dépolitise complètement la gestion. On est plus capable. Le modèle de gouvernance actuel semble être un cuisant échec. Si on se fie à ce que Joanne nous a présenté. Comme mesure économique, moi, j'aimerais voir le concept de budget carbone implémenter, nous montrer quelles sont les limites. Oui, on passe par les prix pour changer les incitations, mais là, il faut peut-être passer par les quantités. Et la notion de budget carbone devrait être une des mesures qu'on devrait dire, OK, on va mettre un comité parlementaire là-dessus. Vous n'avez pas 3 ans, vous avez 3 mois, OK? Et vous nous dites comment est-ce qu'on pourrait, quels sont les pour et les contre, comment est-ce qu'on pourrait implanter ça, quelles seraient les mesures d'un budget carbone au niveau des individuels, par exemple, OK? Donc, moi, ça serait une idée que j'aimerais voir explorer dans le plan. Intéressant. Bien, merci beaucoup. La gouvernance, c'est important. Oui, je pense que c'est effectivement. Et je retiens beaucoup la dépolitisation Absolument. Effectivement, je pense que c'est un élément très important, ne serait-ce que pour l'acceptation ou l'acceptabilité sociale plus des citoyens. Je pense que ça serait bien de séparer le politique. Bien, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, je voudrais vous remercier, François, qui est économiste et professeur à l'Université de Sherbrooke en économie de l'environnement, et toi, Joanne, aussi, qui est chercheur principal
à la chaire en gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Alors, c'était très intéressant. J'espère, en tout cas, que ça a aidé les gens qui nous ont écoutés à se faire une meilleure idée. J'ai hâte de voir ce que les partis politiques vont présenter dans leur campagne électorale au niveau de l'environnement, au niveau des changements climatiques. Je pense qu'on va suivre ça de très près. En tout cas, j'espère que ça a amélioré la réflexion, ça a alimenté la réflexion de nos auditeurs. Alors, merci beaucoup vraiment d'avoir enrichi notre réflexion à ce niveau-là. Alors, je voudrais aussi, avant de vous quitter, de remercier notre partenaire financier, qui est l'Association de planification fiscale et financière, la PFF, ainsi que nos partenaires de diffusion, qui est l'Association de planification fiscale et financière aussi, la PFF, l'Association des économistes québécois, le Cercle Finance du Québec, Cyrano et les comptables professionnels agréés, CPA. Alors, je vous rappelle aussi que notre activité en route vers les élections de Québec 2022 se poursuit avec 4 autres midi-conférences. Donc, la prochaine midi-conférence aura lieu le 18 mai sur la santé, un autre sujet d'intérêt, de grand intérêt pour la population québécoise. Alors, le 18 mai prochain à midi, qui sera suivi par la suite par un autre midi-conférence sur le marché du travail, un sur les enjeux économiques et de finances publiques, et finalement, un sur les cadres financiers, et on termine par un débat électoral avec les principaux partis politiques. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire à tous ces midi-conférences-là dès maintenant sur le site de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous avez apprécié le midi-conférence. Merci beaucoup et bonne journée.